Pour être tout à fait honnête, l'équipe d'animation de Mushoku Tensei a été particulièrement douce dans sa mise en scène. Quand on regarde le début de l'histoire, le petit chalet du village de Buena, des parents aimants, une bonne dévouée, le réalisateur utilise des plans presque bucoliques pour tisser un filtre familial idyllique. Au point que tout le monde a envié ce modèle, érigeant Paul et Zénith en couple exemplaire. Mais si vous ouvrez le light novel d'origine, vous découvrez que ce soi-disant foyer parfait était fissuré dès le premier jour. La logique profonde de l'œuvre n'a rien d'une aventure légère dans un autre monde, c'est un drame psychologique familial qui met l'âme humaine à nu, teinté d'une bonne dose de cynisme. Ici, personne n'est un saint absolu. Chacun lutte avec son propre égoïsme, sa réalité et son destin. Aujourd'hui, loin des débats stériles et sans prendre parti, on va analyser, entre passionnés de l'œuvre, ces détails froids que l'animé a gommés pour embellir la réalité. Parlons d'abord du chef de famille, Paul. Dans l'animé, il passe pour un père un peu maladroit, qui aime lever le coude, un peu brut de décoffrage mais sur qui on peut compter dans les moments critiques. Dans le roman, le jeune Paul était une pure bête sauvage, réfractaire à toute autorité. Fils aîné de la haute noblesse du royaume d'Azura, la famille Noto, il a fui la maison en emportant l'épée familiale, mais sans le moindre bagage moral. En tant que leader du légendaire groupe d'aventuriers les Crocs du Dragon Noir, sa vie privée en dehors des donjons était un chaos sans nom. Alcoolique, profondément égocentrique, il consommait ses relations et a couché avec presque toutes les aventurières et mages qu'il croisait. Pour dire les choses crûment, c'était un coureur de jupons gouverné par ses pulsions. Jusqu'à ce que Zénith apparaisse et lui fasse percuter un mur. C'est d'ailleurs là que beaucoup de spectateurs se méprennent sur Zénith. On l'imagine souvent comme une sainte maman, douce et sans histoire. C'est une grave erreur. Zénith est la fille d'une grande famille de chevaliers du temple de la Sainte Contrée de Millie. Elle a fui sa maison pour échapper à un mariage arrangé. Elle est, au fond d'elle, tout aussi rebelle que Paul. La différence, c'est qu'elle porte en elle le dogme le plus ancré de l'église de Millie, le mariage est absolument sacré, et c'est un homme pour une femme, pour la vie. Face aux assauts répétés de ce séducteur invétéré de Paul, Zénith a posé sa ligne rouge la plus stricte, rien avant le mariage, aucune incartade après. Et contre toute attente, ce Don Juan est tombé sincèrement amoureux pour la première fois. Il a dissous son groupe alors au sommet de sa gloire, a renoncé à sa liberté d'aventurier et s'est sagement retiré dans un village reculé pour devenir un simple chef de la garde locale. Mais la noirceur de la nature humaine réside dans le fait qu'une bête habituée à vivre sur le fil du rasoir s'acclimate difficilement à une serre stérile. Dans ce village léthargique où chaque coucher de soleil ressemble au précédent, cette routine immuable a commencé à étouffer Paul, comme une grenouille qu'on ébouillante à petit feu. Il aspirait trop à cette adrénaline familière et à cette liberté qui brise les règles. Et c'est précisément à ce moment-là que Lilia est entrée dans la maison. C'est ici que se situe le plus grand décalage d'informations, et le regret le plus immense suite à la suppression du monologue intérieur de Lilia par le studio d'animation. Pour le grand public, Lilia n'est qu'une pauvre servante ordinaire qui a frappé à la porte suite à une annonce d'embauche. En réalité, Paul et Lilia se connaissaient bien avant l'époque des Crocs du Dragon Noir, et même avant que Paul ne rencontre Zénith. Ils s'étaient croisés dans un dojo d'escrime. À cette époque, Paul a commis beaucoup d'actes méprisables, dont celui d'abuser de sa position pour s'imposer physiquement à Lilia. Ce passé est resté une ombre indélébile dans l'esprit de la jeune femme. Mais l'ironie du sort a voulu que plus tard, alors que Lilia servait comme garde-servante au palais royal d'Azura, une grave blessure la prive de ses capacités de combat. Elle a été jetée à la rue par la famille royale comme un vulgaire déchet. Dans ce moment de désespoir absolu, c'est Paul qui, par culpabilité, a déboursé une petite fortune de sa poche pour la sortir des bas-fonds et lui éviter les quartiers chauds. Lilia ne l'a jamais verbalisé, mais cette lourde dette de reconnaissance s'est gravée au plus profond d'elle. Plus tard, lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte d'un garde, seule et sans défense, la première idée qui lui est venue a été de se réfugier chez Paul. Elle connaissait parfaitement le fond de cet homme. C'était un vaurien, un nomade, mais il possédait un sens aigu de la camaraderie chevaleresque. Il n'aurait jamais laissé mourir une vieille connaissance en détresse.
Quant à cette fameuse infidélité dans la cuisine, qui a fait bondir l'attention de tant de spectateurs, elle n'avait absolument rien de romantique dans le roman. C'était un calcul de survie sociale de bout en bout. À ce moment-là, Zénith était enceinte de son deuxième enfant. Le dérèglement hormonal rendait ses humeurs extrêmement instables, et elle a imposé à Paul un isolement affectif total pendant plusieurs mois. Pour un homme souffrant d'une addiction évidente, c'était un véritable supplice. Lilia, de son côté, souffrait d'un manque cruel de sécurité. Terrifiée à l'idée d'être jetée à la rue avec son enfant à naître pour redevenir mendiante, elle a froidement tendu un piège. Elle a utilisé ses attributs féminins pour flatter l'instinct animal de Paul. Dans son monologue du roman, les mots sont glacials, Lilia voulait simplement utiliser le lit de Paul pour s'assurer, à elle et à son enfant, un refuge permanent dans cette maison. Quand les 2 avis de grossesse ont été posés sur la table, ce foyer parfait a instantanément frôlé l'effondrement. La foi de Zénith s'est brisée, la transformant en une effrayante déesse de la vengeance. Paul, submergé par la honte, était prêt à s'ouvrir le ventre avec son épée pour expier sa faute. Lilia avait déjà bouclé ses bagages, prête à être chassée comme un chien galeux. À ce moment précis, celui qui a inversé le cours du destin n'avait que 5 ans, Rude. Mais attention, Rude ne s'est pas interposé par pure piété filiale ou par gentillesse. C'est l'âme de cet otaku de 34 ans planqué dans son corps, ultra performant dans l'analyse d'intérêt, qui a cerné la situation en un dixième de seconde. Rude savait que si Lilia était chassée, elle était condamnée à mort. Il a alors activé le mode acteur d'Oscar, s'est jeté en pleurs sur les jambes de Lilia pour la faire passer pour une victime innocente, avant de se retourner contre Paul. « Papa, comment as-tu pu abuser de ton statut pour forcer tata Lilia ?» Cette phrase a instantanément transformé Lilia, de briseuse de ménage, elle est devenue la victime d'un abus de pouvoir. Le facteur décisif a été la complicité de longue date entre Zénith et Lilia, qui s'étaient liés d'amitié. Sous l'effet de l'empathie féminine, du coup de génie du fils et des pleurs de Paul à genoux, la colère de Zénith s'est mue en pitié. Lilia est restée. Cependant, si ce light novel est un chef-d'œuvre, c'est parce qu'il n'écrit jamais de contes de fées où tout le monde est content. Après cette crise, la maison des Grera est devenue un huis clos de guerre froide sous haute tension. Zénith a pardonné à son ami, mais a instauré une règle d'acier. Paul et Lilia ne devaient plus jamais avoir le moindre geste déplacé. Lilia, rongée par la culpabilité, s'est volontairement rabaissée, elle et sa fille Esha, au statut le plus humble de servante de maison, baissant la tête à vie devant Zénith et Rude. Paul, quant à lui, s'est transformé en bourreau de travail, s'épuisant à gagner de l'argent à l'extérieur et usant sa vie dans une prudence de tous les instants pour racheter sa faute auprès de Zénith. Ils ont marché sur ce fil d'équilibre précaire pendant 10 ans, jusqu'à ce que la lumière blanche de la catastrophe de Phytoa ne vienne tout pulvériser en un instant. Après le cataclysme, le chemin de la rédemption de Paul a véritablement commencé. Se réveiller seul dans des plaines désolées, réaliser que sa femme, ses filles, tout le monde avait disparu de la surface de la terre, à cet instant, Paul s'est effondré. Il était persuadé que c'était le châtiment divin pour son infidélité et son passé dissolu. À Milly, il a régressé au stade d'épave, passant des semaines sans se laver, le visage couvert de crasse, cherchant seulement à s'anesthésier à l'alcool, frôlant le suicide. Mais en regardant Norne, la seule qui lui restait, tremblante dans ses bras, il a piétiné sa fierté. Il a activé tous ses réseaux, légaux comme clandestins, pour monter une brigade de recherche. 3 ans de privation, à dormir dehors, amaigri, couvert de blessures, tenant debout uniquement par la force de sa culpabilité envers les siens. Et la gifle la plus violente que le destin lui ait réservée fut ses retrouvailles avec Rudy dans une taverne. Dans l'animé, beaucoup ont insulté Paul pour ce conflit, le jugeant déraisonnable. Mais si l'on adopte la perspective du roman, Paul traversait un véritable séisme mental. Lui-même agonisait dans son propre enfer depuis 3 ans. Il avait toujours considéré son fils comme un enfant prodige, persuadé qu'avec la quantité terrifiante de magie de Rudy, ce dernier aurait déjà retourné le monde entier pour retrouver sa mère. Et voilà qu'en se rencontrant, il découvre Rudy en train de voyager tranquillement avec la jeune Eri, acceptant des quêtes pour gagner de l'argent, sans même savoir que sa famille avait été victime de la catastrophe.
La fureur de Paul à cet instant ne venait pas de la haine, c'était le produit de 3 ans de désespoir accumulé, d'impuissance, et l'effondrement total de sa barrière psychologique face au mythe brisé de son fils sauveur. Il l'a frappé en pleurant comme un enfant. C'était le dernier rempart de sa santé mentale qui cédait. Heureusement, le sang reste le sang, et le père et le fils ont fini par se réconcilier. Paul a alors marché vers son dernier combat, le plus héroïque de sa vie, le labyrinthe de téléportation et l'hydre à 9 têtes. Cette bataille représente l'apogée de l'humanité de Paul. Lorsque l'immense créature a brisé la magie de Rudy, s'apprêtant à le broyer dans un instant de vie ou de mort, Paul n'a pas réfléchi. Porté uniquement par son instinct paternel, il s'est élancé, percutant son fils pour le projeter hors de danger, avant d'être coupé en 2 par l'hydre. Cet homme, qui avait passé sa jeunesse à être un coureur de jupons égoïste, a effacé toutes ses ardoises passées dans la dernière seconde de sa vie avec son propre sang. Il a prouvé par sa mort qu'il était un père digne de ce nom. Pourtant, la fin de l'histoire conserve cette ironie dramatique et cruelle propre à Mushoku Tensei. Zenith a bien été sauvé, mais son âme et ses souvenirs ont été totalement vidés par le labyrinthe, la laissant dans un état végétatif, incapable de reconnaître quiconque ou de parler. Et c'est au moment où cette famille plongeait à nouveau dans l'impasse que la boucle karmique s'est refermée. Lilia, qui avait eu la vie sauvée par Paul autrefois, puis préservée par Rude, s'est levée en silence. Après la mort de Paul, elle est devenue le pilier le plus solide de cette maison. Exactement comme à l'époque du village de Buena, elle s'est mise à laver et nourrir Zénith sans la moindre plainte. Par sa loyauté et sa présence d'une vie, elle a soutenu la dignité finale de la famille Grera au nom de cet homme disparu. Voilà pourquoi l'histoire de la famille Grera est une œuvre qu'on aime relire et revoir en y trouvant toujours du sens. Parce qu'il n'y a pas de personnages en carton sortis d'un récit facile. Ils font des erreurs, ils trompent, ils sont égoïstes, ils lâchent prise et fuient. Mais quand le marteau du destin s'abat sur eux, ils sont aussi capables de donner leur vie les uns pour les autres. C'est cette réalité imparfaite, teintée d'une odeur de sang, qui fait tout le charme de cette œuvre. Pour conclure, je vous pose la question, pensez-vous que l'ultime sacrifice de Paul suffit à racheter ses trahisons passées? À vos yeux, reste-t-il un père respectable ou un homme au comportement impardonnable? J'attends vos avis les plus sincères dans l'espace commentaire. Si cette analyse vous a parlé, n'oubliez pas les 3 gestes de soutien habituels, et on se retrouve très vite pour décortiquer d'autres éléments bruts supprimés du light novel. Prenez soin de vous, et à la prochaine.